extraordinaire, remarquable. Et je crois que beaucoup dans la salle l'ont apporté aussi parce qu'on a parlé des tirailleurs sénégalais. Je me suis documenté. Alors, je crois qu'ils venaient de partout en Afrique, au sud du Gabon, l'Afrique équatoriale. Donc, dans notre histoire, l'histoire qui est enseignée sur les manuels de l'école primaire, il y avait un nom, Tchobéré. On l'appelait le capitaine Tchobéré. Donc, il est mort pour la France. Il était même capitaine déjà à l'époque. Donc, il est mort pour la France au combat. Donc, je crois que je suis peut-être son petit-fils. Donc, venez me voir. Moi aussi, je veux qu'il soit reconnu comme français. Peut-être pas moi, mais surtout lui. Il en a besoin, peut-être, même s'il n'existe pas, il est mort au combat. Mais pour la mémoire. Donc, n'hésitez pas. Ce que je veux dire par là, qu'il y a beaucoup d'étudiants qui savent des choses. N'hésitez pas à discuter ou donner des informations à ces personnes qui font un travail remarquable. Donc, je demande encore d'applaudir pour cette dame-ci. Pour la suite, nous allons donner la parole à M. Madi Hassani. Alors, il est historien anthropologue. Alors, je crois qu'il fait des recherches sur les tirailleurs comoriens. Si je me trompe, vous pouvez rectifier ou donner plus de détails. C'est ça. Salam alaikum. Bonsoir. Alors, j'ai parlé en arabe aussi. Et je vais m'expliquer à la fin pourquoi. Je remercie d'abord à Madame Johanna et toute la collectivité ou le collectif qui m'ont invité à venir ici. Je viens de Nice. Je suis en deuxième année d'anthropologie. Actuellement, je travaille sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec les tirailleurs. Mais je suis diplômé de Master 2 en Histoire, quand j'ai travaillé en Master 1 et en Master 2 sur les tirailleurs comoriens. C'est pour cela que je suis ici. Et je ne suis pas évolué un peu plus pour des conditions dont peut-être je peux citer à la fin. Conditions de moyens et d'encadrement. Et je profite aussi ici de lancer un appel, parce que nous avons un mouvement d'étudiants africains ici en France, justement pour se battre à ce qu'il y ait, comment on appelle ça, le système Erasmus francophone. Parce que nous pensons que tous les étudiants francophones méritent aussi un accueil comme tous les Européens ici en France. Et peut-être tout le monde sait pourquoi cela. Je ne vais pas aussi faire mon exposition comme je l'ai préparée parce que j'ai un train à 19h30. Et si vous voulez, j'y suis presque en retard. Je vais juste parler de deux mots par rapport à ce que l'a dit tout à l'heure la dame, le tirailleur. Souvent, quand on parle du tirailleur, on parle des armes et de ce qu'ils ont fait ici en France, de ce qu'ils ont arrivé pendant la guerre. On oublie exactement qui est-il, ce tirailleur-là, ce soldat. Il était quoi avant de venir en France? Est-ce qu'il savait exactement c'est quoi la France? Ça veut parler la langue française. Il savait de quoi il s'agit, la culture française. Moi, ce que je vais écrire par là, 99% des tirailleurs comoriens, ils ne savaient ni parler, ni écrire la langue française. En tout cas, ils ont eu le courage de venir jusqu'en France, apprendre cette langue, prendre les armes et se battre pour défendre ce pays. Je pense que ces hommes, ils méritent beaucoup plus. C'est pourquoi je salue cette volonté de se servir de la mémoire ou du mémoire pour rassembler les gens. Beaucoup s'en servent aussi pour diviser, pour s'aimer la bagaille. Je ne veux pas citer. Je vais finir, comme je l'ai dit, je ne veux pas rester longtemps, comme je veux partir. Ce mois demain, je vais profiter aussi de citer pour d'autres choses. Aujourd'hui, nous commençons le mois du Ramadan. Le mois de Ramadan, moi je vais citer par exemple 1997. 1917. Le mois de Ramadan a commencé le 15 juin
jusqu'au 16 juillet. Imaginez les musulmans qui étaient dans les fronts, dans les champs de bataille, très courageux, qui ont décidé de jeûner, faire le ramadan en pleine guerre, sans manger. Je trouve que c'est là aussi, au-delà de ce que tout le monde cite depuis le matin jusqu'aujourd'hui, de la bravoure, du courage. Mais il y a aussi un engagement très fort. C'est pourquoi j'ai commencé ici à dire salam alaikum, pour rendre hommage à ces soldats musulmans qui n'ont pas baissé leurs mains, les uns, parce que c'était le ramadan, parce que c'était un mois béni, parce qu'il ne faut pas manger pendant 17h ou 18h, mais qui ont continué le combat parce qu'ils ont cru. Ils ont cru à ce qu'ils faisaient, ils ont cru à ce qu'ils voulaient défendre. Et c'est pour cela que j'ai voulu commencer par cela, en hommage à ces hommes. Je veux m'arrêter. J'avais préparé une exposition avec des photos et tout. Et comme je vis le temps passer rapidement, j'ai dit je viens saluer déjà le courage, rendre hommage à ces hommes, et comme je suis présent, aussi saluer la collectivité et Madame la Présidente qui m'a fait cet honneur d'être là parmi tout le monde ici présent. Je vous remercie. Donc pour la suite, nous allons donner la parole à Madame Armelle Mamon. Et pour la suite, vous êtes je suis maître de conférence à l'Université Bretagne Sud. Oui, c'est ça, c'est monté chez moi. Et depuis plusieurs années, je travaille sur les guerres indigènes durant la Seconde Guerre mondiale et maintenant, depuis plus précisément maintenant, sur le massacre de Tiaroy, qui est un mensonge d'État, et je dirais même plus loin, c'est comme une affaire Dreyfus. Ok, d'accord, merci, nous vous écoutons. Voilà, alors évidemment, moi aussi j'avais un peu prévu comme une conférence avec un diaporama, donc je vais quand même juste montrer quelques photos, mais je vais faire court. Contrairement à ma voisine Elisata, moi je n'ai pas eu les honneurs de l'Élysée, et pour cause, ce mensonge d'État qui est le massacre de Tiaroy est toujours un mensonge d'État, ça fait depuis 70 ans que ça dure. Donc, même si j'ai cru à un sursaut éthique du président de la République, du ministre de la Défense, ou même de la garde des Sceaux, du garde des Sceaux, etc., malheureusement, voilà, je vais devoir repartir au combat, parce que c'est un véritable combat maintenant. Sachant que c'est vrai que François Hollande s'est incliné devant les tombes de Tiaroy en 2014, mais malheureusement ses conseillers lui ont fait dire des choses fausses, notamment que ces hommes s'étaient rassemblés d'eux-mêmes pour crier leur indignation alors qu'ils ont été rassemblés sur rang des officiers devant les automitrailleuses. Voilà, mais c'est dommage que François Hollande ne l'ait pas reçu. J'aurais pu lui raconter que le récit qui a été construit en 1944-1945 est un récit complètement falsifié, qu'au bout de 20 ans de recherche, maintenant je peux dire que c'est une machination qui a été mise en place pour camoufler un massacre prémédité. Ce n'est pas 35 morts, c'est 300 à 400 hommes qui ne sont pas sur les tombes, dans les tombes effectivement au cimetière de Tiaroy. Le massacre ayant eu le 1er décembre 1944. C'est donc 300 à 400 victimes qui sont toujours dans des fosses communes. Et d'autre part, je milite aussi, puisque comme le ministère des Affaires étrangères a dit que ces hommes avaient été injustement tués, c'est donc qu'il ne s'agit pas d'une rébellion armée, il ne s'agit pas d'une mutinerie, il s'agit bien d'hommes qui ont été assassinés, exécutés, pour avoir osé demander leurs droits, c'est-à-dire le règlement des arriérés de solde de captivité, dont ils ont été spoliés par des décisions au niveau local, quand ils sont arrivés dans cette caserne de Tiaroy. Et donc, malheureusement, moi, mon travail d'historienne n'a pas suffi pour que les autorités politiques, notamment, s'inclinent devant la vérité. Alors, je vais juste... voilà, j'ai la première diapo, s'il vous plaît, juste... mais je ne vais pas passer tout ce que j'ai prévu, bien sûr. Donc,
ce combat que je le mène en tant qu'historienne. Je ne suis pas militante, hein, je suis historienne. J'ai découvert donc ce mensonge d'État, j'ai découvert cette machination, j'ai découvert donc que des hommes ont été condamnés à tort pour un crime qu'ils n'ont pas commis, parce que comme il fallait montrer ces mutineries, il fallait bien sûr que ces hommes soient qu'il y ait des meneurs condamnés. Donc mon travail permet de dire que des hommes ont été condamnés à tort, donc c'est la justice qui les a condamnés, donc c'est la justice qui doit les innocenter. Et ça ne peut passer que par un procès en révision. Et il faut savoir qu'il n'y a pas eu de militaires amnistiés, parce que les condamnés ont amnistiés, mais ça ne les rend pas innocents, il n'y a pas eu de militaires amnistiés et réhabilités via un procès en révision depuis le capitaine Dreyfus. Imaginez le symbole lorsque, enfin, il y aura un procès en révision pour ces tirailleurs sénégalais qu'on a accusés à tort de ce crime qu'ils n'ont pas commis, puisqu'il n'y a pas eu de rébellion armée, ni de... Voilà. Donc mes travaux ont permis de montrer que c'est une machination, que c'est un... Bon, je vais pas... comme je ne vais pas vous montrer les diapos qui m'ont permis de découvrir ce mensonge d'État qui en fait, s'est révélé à moi en 2014, alors que j'ai commencé à faire des recherches en 1996, il faut beaucoup de temps pour révéler un mensonge d'État, mais la révélation m'a posé bien des soucis par la suite, parce que voilà, je suis un peu lanceuse d'alerte, et avec ça, il nous arrive des petits soucis lorsque les personnes bien positionnées ne veulent surtout pas entendre parler et garder le discours officiel, protégé notamment par des archives qui ont été falsifiées, et les vraies archives, elles sont restées à Dakar pendant très longtemps, jusqu'en sans doute 2010-2011. Elles étaient au sein des forces françaises au Sénégal, qui ont été dissoutes en 2011. Et maintenant, la grosse question que je me pose, c'est est-ce qu'elles ont été détruites? Ou est-ce qu'on me fait croire qu'elles ont été détruites? En tout cas, où est-ce qu'elles sont? Je n'en sais pour l'instant rien, mais je pense qu'un jour, on le saura, parce que ça ne peut pas être autrement. Alors, comme je ne vais pas vous faire la démonstration avec les archives, j'ai apporté, alors je sais plus ce que c'est, j'ai apporté cette synthèse, c'est la dernière version, et c'est cette synthèse-là que j'ai adressée au président de la République en 2014, au ministre de la Défense et à Christiane Taubira, puisque réclamé donc ce procès en révision. Donc j'avais un paquet, alors je sais pas ce que c'est. Il est juste là, il est grand. Il est là, voilà, donc vous pourrez vous servir. Alors, je vais faire quelque chose un petit peu à l'envers, mais je ne vais pas prendre la parole trop longtemps parce que je crois que vous êtes un peu fatigués aussi. Donc, comme en tant qu'historienne, même je suis devenue un moustique au ministère de la Défense, je crois bien maintenant que je suis un bourdeau, tellement j'étais agace, mais c'est comme ça. Donc j'ai décidé de continuer mes recherches, je continue encore, toujours, mais je fais des pas de côté et j'ai été contactée par un scénariste d'une bande dessinée, Pat Perna, dont le dernier tome de Forçat qui vient d'écrire est sorti juste récemment. Et donc j'ai accepté qu'il y ait une bande dessinée et j'ai même accepté d'en être l'héroïne, alors que je suis en général très humble, très discrète. Mais je me suis dit, après tout, ce combat, il est lourd. Voilà, donc c'est une des premières planches, une des planches de cette bande dessinée. Alors je suis beaucoup plus jeune et beaucoup plus belle, mais bon, j'ai accepté. Voilà. Donc bon, je vais passer à la suivante, parce que si... Voilà, donc en fait, alors, si je voudrais juste vous dire, ça me permet de... Voilà. Ça c'est quand je rencontre Biram Sangor. Biram Sangor, c'est le seul fils d'une victime que j'ai réussi à... Des images du massacre de Tiaroy. Voilà. Alors, je m'arrête juste là parce que il faudra me dire quand est-ce que j'arrête, parce que moi si je commence à parler là-dessus, moi c'est 20 ans de recherche, alors il faut m'arrêter, hein, tout de suite. Hein. Donc là, donc je suis en but, effectivement, au niveau du ministère de la Défense, parce que il y a je travaille des archives, les vraies archives que je ne parviens pas à trouver, donc je suis au tribunal administratif contre le ministère de la Défense pour qu'il me donne ces archives. Personne n'a le droit de les garder secrètes, c'est comme ça. Et puis je suis avec ce document. L'histoire du Cantiros, qu'on connaît très bien dans le collectif Rosette, c'est notamment un fait qui est assez récurrent lorsqu'on tient la journée d'hommage aux tirailleurs sénégalais, notamment lors de la première édition, pour ceux qui étaient là, je ne sais pas si vous vous souvenez.
souvenez, mais il y avait une dame de Rosa qui avait témoigné, qui est donc petite fille d'un rescapé du camp de Tiroy, rescapé non pas parce qu'il a réussi à sauver, parce qu'il avait déserté le camp la veille des fusillades. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Effectivement, c'est toutes ces actions de naturalisation intérieure sénégalais, de lever de voile sur tous ces événements, tous ces massacres qui sont passés un peu partout dans l'économie. Effectivement, c'est des actions qu'on soutient et que bien sûr qu'on encourage, et notamment le voyage que faire les jeunes du collectif au Sénégal, c'est notamment ça, d'aller justement visiter ce camp de Tiroy, de parler on va voir si on va en trouver, des témoins, je ne peux pas dire des témoins, il n'y en aura forcément pas, mais des familles des victimes, des petits-enfants, et voir un peu le travail que nous on peut faire avec eux et qu'on peut ramener en France et faire partager, notamment à notre génération. Je propose qu'on lance une première série de questions concernant les interventions d'Aïssata et d'Armel, s'il y a des questions dans la salle. Et je suis bien sûr assez intéressé par ces problèmes justement qui touchent nos grands-parents. D'abord, toutes mes félicitations à Aïssata Sall, vraiment pour le combat que vous avez mené. Aïssata Seck. Aïssata Seck. Je pense qu'elle a plus conçu. Voilà, donc vraiment toutes mes félicitations. On a suivi vraiment via les réseaux sociaux, mais aussi les journaux, tout le travail que vous avez abattu pour pouvoir permettre à nos grands-parents donc, de se faire enfin naturaliser. Et je voulais juste donc vous demander, j'espère qu'il y aura une autre vague, et une vague plus importante, parce que c'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup, mais quand même, il y a quand même des petits-enfants, et je pense qu'ils sont en train de galérer comme nous, et ils ont droit justement à cette nationalité, qui n'est tout simplement qu'un retour justement de quelque chose qu'ils doivent avoir. Voilà, donc j'espère que vous allez nous dire s'il y a quelque chose qui va suivre. Et pour Madame Mabon, je suis très content de faire votre connaissance parce que j'ai vu quand même de temps en temps même des interventions sur France Inter, tout ça, donc ça me fait plaisir de vous voir en vrai. Et la question qu'on vous pose, on dit souvent que l'historien va vers l'histoire avec son expérience humaine propre. Et vous, vous êtes loin d'être une Africaine, loin d'être une Sénégalaise, et vous êtes une férue de vérité. Et là, je vois, même si c'est difficile en France, ce que je peux comprendre, parce qu'ils avaient intérêt à travestir peut-être l'histoire. Mais qu'en est-il des autorités sénégalaises, des autorités africaines? Là, vous nous avez dit, je comprends, vous n'êtes pas militante, mais la mort dans l'âme, vous l'avez répété, vous êtes une historienne, vous n'êtes pas une militante, mais vous savez que le Sénégal est encore sous le joug de la colonisation. Et là, j'espère un de ces jours, ils vont s'en sortir pour enfin nous dire la vérité. Je vous remercie. Concernant la naturalisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu 28 premiers dossiers officiels en fait, avec une cérémonie officielle. On a d'autres dossiers là qui ont été naturalisés. Ce qu'il faut savoir, c'est que suite à la médiatisation de l'action, moi j'ai reçu beaucoup de demandes que j'ai transmises et je suis vraiment scrupuleusement, c'est-à-dire que toutes les semaines je fais un point avec le ministère de l'Intérieur pour savoir où en sont les dossiers, si parfois il y a des choses qui pêchent, parce que ça peut arriver aussi, hein, il peut y avoir des dossiers un peu plus complexes que d'autres, mais au final on arrive à obtenir gain de cause. Là c'est un petit peu en stand-by avec le nouveau gouvernement, donc j'ai bien évidemment écrit au président de la République et au nouveau ministre de l'Intérieur afin de m'assurer qu'il y ait un suivi des dossiers qui ont été déposés. Et mon objectif, bien évidemment, c'est de prendre rendez-vous très rapidement pour faire un point avec eux et évidemment de voir dans quelle mesure on peut faire en sorte que les ayants droit puissent bénéficier de cette nationalité. Je ne vous cache pas aujourd'hui que c'est extrêmement compliqué. Car quand j'ai vu le ministre de l'Intérieur, on m'a dit clairement que ce n'était pas possible, notamment pour les enfants et petits-enfants de tirailleurs sénégalais. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la centaine de dossiers de tirailleurs sénégalais encore en vie que j'ai reçus, j'ai reçu le double d'ayants droit.
Et c'est ce qui m'a, moi aussi, du coup, amené, au-delà de penser, à me dire qu'il fallait qu'on agisse ou qu'on fasse quelque chose, sachant que dans ces ayants droit, j'en ai beaucoup qui ne sont même pas titulaires de la carte de séjour. Donc c'est vrai que moi j'ai un objectif, on va dire, un peu pratico-pratique, qui serait que dans un premier temps, je puisse les aider à obtenir une carte de séjour, qui pourrait ensuite les amener à faire une demande de nationalité. Mais l'État m'a clairement dit que ce n'est pas parce que tu es petit-fils ou fils de tirailleurs sénégalais que tu peux prétendre à la nationalité française. Ça, j'ai eu cette réponse très clairement, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le combat n'est pas terminé, le combat continue, et qu'on a encore énormément de choses à faire ici. Je vote c'est pas une question, donc merci, par contre, merci. Mais c'est vrai que je dirais juste que si tous les pays pouvaient s'unir, pas d'Africa, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso, tous les pays qui étaient concernés par le massacre de Tiaroy, qui se mobilisent aussi et puis qu'ils obligent le Sénégal à aller exhumer les corps, ça sera déjà une très très grande avancée. J'ai rencontré le président Ouad, qui m'a dit que bien que s'il avait su où étaient les fosses communes, il aurait demandé l'exhumation des corps. Enfin, peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas. C'est ce qu'il m'a dit. Mais maintenant, on sait où ils sont, parce que dès qu'on s'approche de l'endroit où il y a les fosses communes, les militaires sénégalais viennent prendre nos passeports, et puis interdiction de prendre des photos. C'est un terrain vague. En général, on peut prendre des photos d'un terrain vague s'il n'y a pas quelque chose en dessous, hein, je vous assure. Donc, il faut arrêter la plaisanterie maintenant, ça a assez duré. Il faut un peu de décence de part et d'autre. Voilà. Merci, merci. Alors, on va prendre une ou deux dernières questions. Mais avant tout, cherche-moi un portable qui... C'est bon, ça a été trouvé? Ah, ok, tant bien. Alors donc, une prochaine question s'il vous plaît? Ou une contribution, une remarque? Non, on a tout compris, voilà, c'est bon. Donc, ah, ok, bon, le micro va arriver alors. Alors, j'ai une question pour Madame l'historienne Ahmed. Est-ce qu'elle peut nous donner un peu plus de détails? Parce que c'est vrai que pour nous, la version qu'on avait jusqu'à présent, c'était la révolte et ensuite le massacre suite à la révolte sur la témoin de Sol. Mais également aussi peut-être pour situer aussi, nous on a plutôt une bonne image d'Éric de Roux ici sur Marseille, parce qu'il avait travaillé sur la question de la fracture coloniale, donc il ne me paraît pas, moi je ne suis pas spécialiste de la question, être un historien corrompu ou vendu. Voilà, et donc voilà, je suis vraiment très intéressé par votre calcul. Donc ils sont partis de Morlaix, c'était un certain nombre, et ensuite voilà, en fait, dans la synthèse, vous aurez toutes des réponses par rapport à... Voilà, j'ai lu le document. Oui, parce que j'aime pas, voilà. Par rapport à Éric de Roux, écoutez, comme je vais publier un ouvrage sur l'affaire Tiaroy, vous comprendrez très vite à quel point ce personnage voilà, raconte n'importe quoi, ment comme un achat dedans, mais je parle pour Tiaroy, hein. C'est parce que quand on ment comme ça, quand on invente des faits qui n'existent même pas dans les archives les plus falsifiées, c'est qu'il y a un gros problème. Et quand on dit qu'on a déplacé les corps, que le service des sépultures au Sénégal a déplacé les corps, et, alors qu'ils sont déjà soi-disant dans une nécropole, excusez-moi, c'est qu'il sait très bien. Et lui, il a vu les fosses communes. Enfin, le port des fosses communes. Voilà. Merci. Une autre question? S'il vous plaît, essayez d'allumer le micro parce qu'on ne vous ressent pas. Ma question. Quand je parle des ayants droit, je parle des ayants droit qui vivent en France. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a beaucoup de sans-papiers en France.
beaucoup de gens qui vivent dans des conditions précaires, avec des difficultés quand même énormes. Là, ça va être la même chose. En fait, quand je dis de traiter les dossiers pratico-pratiques, c'est-à-dire qu'ils puissent au moins obtenir la carte de séjour, ça, je ne vais pas vous mentir, ça, j'arrive à le faire. C'est-à-dire que quand on a les contacts, il suffit d'envoyer 1 ou 2 dossiers avec quelques recommandations et parfois ça passe, parfois ça ne passe pas. Mais on revient au même problème qui est de traiter les dossiers à titre individuel jusqu'au jour où j'aurai plus contact, où la personne aura changé de service. Ce qui se passe là, parce qu'on a une nouvelle personne au ministère de l'Intérieur, ça peut être plus compliqué. Donc l'objectif, c'est qu'on puisse avoir un écrit officiel, comme j'ai réussi à l'obtenir pour la naturalisation, de savoir dans quelle mesure on peut aider ces ayants droit qui vivent en France et qui parfois sont sans papier ou qui ont une carte de séjour d'1 an et qu'on ne renouvelle pas, ou qui sont étudiants sénégalais et qui, en fin de compte, ont envie de rester en France, mais parce qu'on a des quotas de renvoi dans les pays d'origine, n'obtiennent pas leur carte de séjour. Donc, moi, en tout cas, pour moi, si c'était moi, si je pouvais naturaliser ou donner les papiers à toutes les personnes qui ont envie d'être en France, je le ferais. Malheureusement, je ne peux pas. Mais en tout cas, pouvoir utiliser l'argument du fait que leurs parents, en tout cas leur papa a combattu pour la France, pour moi, c'est un argument valable, dans le sens où cette personne n'a quasiment pas vu son père, ou a perdu son père parce qu'il a donné son sang pour la France. Donc c'est très souvent un argument que j'utilise quand j'essaie d'aider les personnes à titre individuel, mais mon objectif, bien évidemment, c'est de généraliser cette action et que les ayants droit puissent en bénéficier. Merci beaucoup. Étant donné qu'ils étaient tirailleurs sénégalais, avant les indépendances, quand même, les gens des colonies, notamment ceux qui étaient nés dans les 4 communes, étaient des citoyens français. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils perdent cette nationalité jusqu'après 1960? Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre d'une demande de naturalisation, si on est né avant 1960, c'est une demande de réintégration qu'on fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les indépendances, et 2, le fait que beaucoup n'ont pas demandé la réintégration en fait. C'est-à-dire que quand il y a eu les indépendances, ils n'étaient plus français, ils avaient la possibilité d'être réintégrés, mais certains ont fait la demande, d'autres n'ont pas fait la demande. Certains avaient au début décidé de rester dans leur pays d'origine, donc du coup pour cette situation-là, le Sénégal et Dakar, et se sont rendus compte au bout d'un certain nombre d'années qu'ils n'avaient pas de travail, que c'était compliqué pour eux, et ont donc décidé de revenir en France. Mais sauf que comme ils n'avaient pas demandé la réintégration à l'époque, elle n'était plus valable après, et du coup ils sont repartis en fait du néant, en fait, ils sont repartis à zéro et ils ont dû refaire leur démarche complète. Donc c'est ce qui a fait, voilà, c'est les indépendances. En tout cas, tous les habitants des 4 communes avaient la possibilité de demander la réintégration, mais tout le monde ne l'a pas fait. Bonjour, bonsoir. Juste pour compléter aussi, il faut bien comprendre que les natifs des 4 communes n'étaient pas des tirailleurs sénégalais. Ils n'étaient pas incorporés dans le corps des tirailleurs sénégalais, ils étaient incorporés dans le corps de bataillons mixtes. Les tirailleurs sénégalais, c'était entre guillemets les indigènes. Donc de toute façon, la question ne se pose pas pour un natif des 4 communes. Ils étaient eux intégrés dans d'autres corps de régiment. Ce qui a d'ailleurs posé énormément de problèmes sur le terrain à l'époque. Parce qu'il y avait par exemple certains qui étaient cousins ou de même membres de la même famille qui étaient nés à 10 km l'un de l'autre, ou même à moins de ça, et qui du coup l'un était incorporé dans un corps, dans le corps mixte, donc de l'armée française, et les autres dans le corps des tirailleurs sénégalais, donc qui n'avaient pas du tout les mêmes traitements. C'est-à-dire que les tirailleurs sénégalais, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand ils étaient encore en Afrique, ils mangeaient en général 1 fois par jour de la bouillie de maïs, ils étaient torse nus, la plupart étaient pieds nus. Il y avait beaucoup de disparités entre ces soldats et ceux qui étaient natifs en fait, des 4 communes. Donc c'était mal vécu, mais des 2 côtés. J'ai interviewé des gens qui l'ont très, très mal vécu à l'époque. Voilà, juste pour compléter. Ok, merci. Donc... Ça, comme pas qui ça. On va commencer par le commencement. Abda. Non, on veut tout le monde. Non, c'est Abda. Non, ici c'est marqué Abda. Vous voyez bien alors.
Donc je me suis pas trompé alors. Voilà. Ah, donc c'est Abda Sall. Voilà. Donc vous avez une licence en droit, si je ne me trompe pas. Vous êtes journaliste, réalisateur. Donc vous avez eu une récompense, je crois. C'est ça. Donc sur un court-métrage, un concours de court-métrage, donc vous avez présenté Sur votre respect. Et donc vous aurez une vidéo de 3 minutes à vous faire visionner. Exactement. Donc, vous avez presque tout dit, sauf que je l'ai recontextualisé oui, avant qu'il soit vu, parce que sinon ça va étonner beaucoup de monde. Donc je m'appelle Abda Sall, je suis journaliste à Paris pour BFM TV et TF1, notamment dans le sport. Et je réalise du documentaire sur des sujets qui m'intéressent. Et donc dans le cadre d'un concours France Télévisions, sur des films documentaires qui sont assez courts, d'une durée de 3 minutes 15, j'ai réalisé un documentaire sur un tirailleur sénégalais. Il y avait un thème qui était précisé, le thème c'était « Stop votre respect ». Donc sur ce thème-là, on devait envoyer une vidéo une vidéo qu'on souhaitait voir, et ensuite le jury choisissait 10 films à diffuser sur France 2 en novembre dernier. Donc le film a été classé 3e. Et donc il s'agit du témoignage d'un tirailleur sénégalais qui va vous raconter son histoire et qui vit désormais au Sénégal. Il a 93 ans. Il s'appelle Mbaye Bouna. Donc maintenant vous pouvez lancer le film. J'ai pris votre travail. Merci monsieur. Alors la régie s'il vous plaît.